Si vous ne souhaitez pas participer à l'enregistrement et être sur notre chaîne YouTube, veuillez éteindre votre caméra maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Cassin, coordonnateur national du bénévolat et d'engagement communautaire. Au nom de FRDJ, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations ce soir sur le DT1 et la santé reproductive. Notre conférencière, Dr. Anne-Marie McDonald, disposera d'environ 30 minutes pour sa présentation et après, on ouvrira la session à vos questions. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, à la fois par la recherche, le financement et la défense des intérêts. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le moment du diagnostic, en aidant les personnes vivant avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant pour trouver une guérison. J'aimerais commencer par reconnaître respectueusement que le Bureau national de soutien de FRDJ Canada est situé sur les terres traditionnelles des Mississaugas du Crédit, des Anishinabek, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. La série éducative propose des informations sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Notre prochaine session aura comme sujet le DT1 et les troubles d'alimentation. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une opportunité non structurée de connecter avec d'autres gens sans programmation formelle. Notre prochaine série aura lieu le 28 août 2024 à 12 h, heure du Pacifique, et à 19 h, heure de l'Est, ainsi que le 25 septembre, également à 12 h, heure du Pacifique, et 19 h, heure de l'Est. Alors, quelques articles ménagers et techniques. Nous avons la fonction lever la main. Si vous avez besoin de précisions pendant la présentation, mais nous encourageons surtout la fonction de chat pour poser vos questions et nous essaierons d'y répondre dans le temps imparti. Il y aura aussi une session de questions après la présentation et nous vous encourageons également d'utiliser la fonction lever la main. Veuillez noter que nous ne serons pas en mesure de répondre à des questions individuelles concernant des problèmes de santé. N'hésitez pas à quitter la réunion quand vous le souhaitez, si vous ne pouvez pas rester pendant toute la présentation. Comme je l'ai dit, cette présentation est enregistrée et sera sur notre chaîne YouTube demain et partagée avec vous par courriel. Nous fournirons également une adresse électronique de contact FRDJ dans la fonction de chat si quelqu'un a des commentaires ou des commentaires sur la session. Donc, pour la présentation ce soir, Dr. Anne-Marie McDonald fera la présentation et elle est gestionnaire nationale des programmes et communications de recherche chez FRDJ. Dr. McDonald est une experte passionnée de médecine et de bien-être qui s'intéresse de près à la réadaptation au diabète, à l'exercice physique en tant que médecine et à la médecine préventive et qui possède des connaissances médicales approfondies dans ces domaines. Elle animera une session décrivant les différents stades hormonaux de la vie avec le DT1, y compris les règles, la grossesse et la ménopause, ainsi que la manière dont ils peuvent affecter le DT1 et la gestion du DT1. Y compris les niveaux de glycémie et les besoins en insuline, ainsi de suite. Et encore une fois, veuillez noter que nous ne pouvons pas répondre à des questions qui sont trop personnelles en tant que votre santé et des problèmes de santé. Alors, sur ça, bon, Dr. McDonald, je vous donne la parole. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui.
Vous voyez les diapos? Parfait. Alors, c'est super intime, hein, ce que j'aime bien, mais on va l'enregistrer aussi. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas avec nous ce soir, ils vont avoir l'opportunité de le regarder, d'apprendre quelque chose aussi. Alors, merci d'être venu ce soir. Notre session de Parlons des T1, c'est sur la santé reproductive, comme Jonathan a mentionné, et le diabète de type 1. Moi, je vis aussi avec le diabète de type 1 depuis 35 années déjà. Alors, je connais bien les défis qui existent avec les hormones et j'espère ce soir à partager avec vous des informations, des détails là-dessus. Je vais parler un peu sur les règles, le cycle menstruel. Je vais parler aussi à propos de la grossesse, comment est-ce qu'on peut planifier pour la grossesse, pour être enceinte avec le diabète de type 1. Moi, j'ai vécu 2 grossesses, j'ai 2 petits-enfants. Et après, je vais parler aussi de la périménopause et la ménopause. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de défis aussi dans cette stade de vie avec la ménopause quand les hormones changent assez rapidement. Si vous avez des questions, comme Jonathan a mentionné, vous pouvez le mettre dans le chat. Comme on est peu nombreux, vous pouvez aussi simplement lever votre main ou m'interrompre. Malheureusement, je ne vous vois pas. Alors, soit Jonathan ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever votre main et dire excuse-moi, Anne-Marie, j'ai une question. Alors, pour le programme, comme j'ai mentionné, je vais essayer de prendre à peu près une trentaine de minutes pour vous donner un aperçu de l'impact des hormones sur les différentes stades de vie, les étapes de vie, lorsqu'on est une femme et qu'on a beaucoup d'hormones qui changent d'une année à une autre, par exemple. Premièrement, c'est l'impact du cycle menstruel sur nos taux de glycémie et la gestion quotidienne qui peut être assez difficile. Je vais parler aussi de la grossesse, de l'importance de tenir ces taux de glycémie dans la cible. Et dernièrement, les défis qui peuvent exister, comme j'ai mentionné, avec la périménopause et la ménopause. Alors, je voulais commencer avec un exemple. C'est un exemple d'une madame qui s'appelle Joanie. Elle a 36 ans. Elle vit depuis l'âge de 6 ans avec le diabète de type 1. Elle a beaucoup de frustration avec ses taux de sucre, avec son cycle menstruel. Elle veut vraiment avoir une qualité de vie qui est meilleure, où ses taux de glycémie ne montent et descendent pas autant qu'ils changent maintenant. Elle a commencé récemment, il y a 2 années, à utiliser un système de glucose en continu, comme le Dexcom, qui lui aide à vraiment savoir, à observer ses glycémies d'une mois à une autre. Et ça lui aide à vraiment gérer sa maladie un peu plus simplement. Pour elle, elle a différentes frustrations. Euh, la première, c'est l'idée que des fois, il faut qu'elle augmente son insuline, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi. C'est à peu près pendant une semaine qu'elle trouve que ses glycémies sont assez élevées. Elle trouve aussi des fois qu'il y a quelques jours où elle doit diminuer son insuline, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi. Et bien sûr, il y a aussi un autre changement. Des fois, c'est stable, des fois, c'est glycémie pendant un certain temps, pendant quelques jours, une semaine peut-être. Elle peut avoir des glycémies assez stables. Mais bien sûr, ça recommence. Pour être assez compliqué, on sait la vie avec le diabète de type 1, ça peut être assez compliqué. Alors, elle se demande, est-ce que je perds la tête? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que mes glycémies changent autant? Alors, si nous revenons au cours de biologie, de physiologie, pendant l'école secondaire, par exemple, vous vous souvenez peut-être des hormones qui changent d'un mois à un autre et de quoi ça a l'air. Alors, on voit ici avec le graphique au centre, avec les petites montagnes, que les hormones qui sont ici en bleu, en vert, le progestérone en, je dirais, brun, euh, et le FSH, l'hormone folliculaire stimulante en rose, change assez rapidement à chaque mois. Les changements d'hormones correspondent aux phases, plutôt, je dirais, soit folliculaires, ovulatoires ou lutéales. Alors là, ça s'agit de l'ovulation. L'ovulation a eu lieu au milieu. On voit le petit œuf qui départ. Avec ces hormones qui changent, on voit les taux de glycémie qui changent aussi assez rapidement. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que ça a eu lieu?
pourquoi est-ce qu'on voit les taux de glycémie qui changent autant à chaque mois avec ces changements d'hormones. Alors, je vais vous essayer de décrire cela simplement. Avec l'œuf qui départ, c'est là où le corps se prépare pour une grossesse éventuelle. Et le progestérone, alors l'hormone qui monte le plus dans la deuxième partie, alors l'hormone brun-rouge, c'est vraiment l'hormone qui essaye de garder le sucre tout près. Alors, on veut le sucre dans le corps au cas où il y a une grossesse, au cas où on va avoir besoin de la nourriture, du sucre pour le bébé, pour l'embryo qui va développer en bébé. À cause de cela, ce qu'on voit, c'est durant la phase lutéale, alors après l'ovulation, on va avoir la difficulté à gérer ces taux de glycémie. Alors, on va avoir la résistance de l'insuline. On va devoir prendre plus d'insuline durant cette période. Après cela, alors avec les règles et avec la phase folliculaire, ce qu'on voit, c'est que les taux de glycémie descendent, deviennent beaucoup plus stables et on a besoin de moins d'insuline. Et après, on voit la même chose qui arrive après l'ovulation du mois qui arrive après, alors de la prochaine règle. Pour cela, notre amie ici, Joanie, se trouve dans cette position où, avec l'utilisation de la technologie, elle est capable d'observer ses taux de glycémie, de regarder à son calendrier et d'essayer un peu de savoir ce qui se passe. Alors, pour elle, elle utilisait une pompe à insuline qui est automatisée, ce qui veut dire que la pompe à insuline parle avec le système de glucose en continu et fait des changements d'insuline pour elle. Alors, il y a le Tandem ou le Medtronic, par exemple, qui sont les noms de pompes à insuline qui peuvent faire des changements comme ça. Elle trouve aussi avec la pompe qu'elle peut faire des changements avec les taux basales. Alors, pendant la phase folliculaire, comme j'ai mentionné, c'est là où elle trouve qu'elle n'a pas besoin autant d'insuline, alors elle peut diminuer le taux basal. Pour la phase lutéale, alors c'est là où on a plus de résistance d'insuline. Pour elle, il faut élever l'insuline avec le facteur de correction aussi. Alors, quand elle a un taux élevé, disons de 10 ou 15, elle doit donner plus d'insuline pour retourner aux cibles, disons de 5 ou de 8, par exemple. Pour elle, c'est vraiment important d'avoir cette technologie et ça lui aide à observer ses taux de glycémie et à mieux comprendre comment son corps fonctionne. À cause que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de femmes qui sont atteintes de diabète de type 1 qui ont été diagnostiquées soit plus tard dans la vie, ils n'ont pas eu l'éducation autour de règles, autour de cycles menstruels, où elles savent vraiment pas pourquoi il y a tellement de défis de mois en mois avec les règles et avec leur gestion de diabète de type 1. Alors prochainement, je voulais prendre quelques minutes pour parler de la grossesse. Je partage souvent avec les gens, à cause que moi j'ai eu deux grossesses, j'ai deux petits bébés. Avec le diabète, j'ai vécu la grossesse avec le diabète de type 1. C'est difficile, mais c'est faisable. Et la raison que c'est difficile, c'est à cause, comme vous pouvez l'imaginer, les hormones changent beaucoup durant les 9 mois. Et à cause de cela, les hormones changent aussi rapidement. Le bébé grossit assez rapidement dans les premières semaines. Et quand il faut non seulement être quelqu'un qui est enceinte et il faut bien vivre, avoir des habitudes de vie saine et active, il faut aussi, étant quelqu'un qui vit avec le diabète type 1, il faut vraiment penser à ses glycémies. Et c'est important non seulement pour la mère, mais aussi bien sûr pour le bébé, pour avoir de bons résultats, de la bonne santé néonatale pour le petit bébé. Quand on parle des choses qu'on peut faire, des éléments clés, disons, en tant que préconception, alors avant qu'on tombe enceinte, qu'est-ce qu'on peut faire? L'élément clé, c'est vraiment d'avoir l'atteinte de
nos objectifs en tant que la glycémie avant la conception. Alors, il y a beaucoup de normes de soins pour le diabète, beaucoup de guidelines qui mentionnent l'importance d'avoir nos glycémies dans la cible pour même quelques mois avant qu'on tombe enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les buts dans ce cas? Alors, ils disent qu'il faut avoir un hémoglobine glyquée en dessous de 6,5, même en dessous de 6, si possible, pour 2, 3, 4 mois avant le début de la grossesse. Et pendant la grossesse, il faut maintenir, et je pense que je l'ai dans un autre diapo, maintenir la glycémie en dessous de 7,8. Alors, je pense que c'est de 3,5 à 7,8. Alors, si on pense à la grossesse avec le diabète de type 1, ça peut vous remarquer que c'est vraiment quelque chose de difficile, mais c'est faisable. Je partage aussi mon expérience avec les gens là-dessus. Je dis, c'est seulement pour 9 mois et on sait que pour avoir un bébé en bonne santé et pour être en santé soi-même comme la mère, c'est tellement, tellement important de ne pas avoir de complications, de vraiment tenir cette cible assez petit, assez tight. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile d'être enceinte avec le diabète de type 1? Comme j'ai mentionné avec les règles, avec la grossesse, on voit aussi plein de changements avec les besoins en insuline. Alors ici, vous voyez l'âge en semaines, l'âge gestationnel du bébé de 0 à 40 semaines, et vous voyez la consommation d'insuline qui monte. Vous pouvez voir jusqu'à à peu près, je dirais, 15 à 18 semaines, on voit un peu une augmentation d'insuline qui est requis, mais c'est vraiment à partir, je sais pas, disons 20, 25, où ça augmente assez rapidement. Et quand le bébé et aussi le placenta grandit, ce qu'on voit, c'est que ça devient de plus en plus difficile de gérer sa glycémie à cause qu'il y a de plus en plus de résistance à l'insuline. Il faut donner beaucoup plus d'insuline pour bien gérer ces taux de glycémie. Comme j'ai dit, c'est faisable, c'est difficile, mais c'est vraiment important qu'on soit dans la cible quand on est enceinte avec le diabète de type 1. Bien sûr, il existe beaucoup d'outils et j'ai mentionné le système de glucose en continu. Les pompes à insuline aussi, bien sûr, sont très importants. Et je pense maintenant, je vais partager avec vous oui, un peu de recherche là-dessus. Alors, l'étude Concept, c'est une étude qui a été supportée, fondée par la FRDJ il y a quelques années. Le médecin qui a travaillé là-dessus est basé à Toronto, à l'hôpital Mount Sinai. Et pour elle et pour son équipe, elle voulait savoir est-ce qu'il y a un bienfait d'utiliser les systèmes les systèmes continus de glucose pour non seulement aider la mère qui est enceinte avec sa gestion, mais aussi pour aider les complications, pour diminuer les complications chez les néonatales, alors chez les petits, chez les bébés. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que oui, vraiment, ces systèmes de glucose en continu sont extrêmement importants pour la santé de la mère et aussi pour la santé du bébé. Et c'est quand même assez nouveau. Ça, c'était partagé, publié en 2017. Après cela, quelques années ont passé et la même équipe voulait savoir qu'est-ce qui existe vraiment en tant que ligne directrice de pratique clinique avec les femmes enceintes qui sont atteintes de diabète de type 1. Ils avaient déjà les résultats qui démontraient que ces systèmes en temps réel peuvent diminuer les complications, peuvent augmenter le temps dans la cible. Alors, le temps dans la cible, c'est si vous utilisez un Dexcom ou un système comme un système de glucose en continu, on peut mesurer notre taux de glycémie dans une cible.
disons, comme j'ai mentionné, les lignes directives qui disent entre 3,5 et 7,8. Alors, si on peut augmenter ce temps dans la cible, c'est mieux pour la maman et pour le bébé. Utilisant cet outil aussi, on voit qu'il y avait moins d'hypo, alors moins de temps au-dessus de la cible. Les hypoglycémies peuvent bien sûr être quelque chose qui peuvent engendrer non seulement la mère, mais aussi le bébé. Il faut avoir assez de sucre pour que le bébé puisse bien grandir. La troisième chose, c'est que ces systèmes aussi ont démontré une diminution de risque de bébés qui sont grands. Alors, GAG, c'est grand pour l'âge gestationnel. Et souvent, on entend qu'avec les femmes, auparavant, maintenant, ce n'est pas vraiment le cas, mais auparavant, il y avait un risque élevé d'avoir des bébés qui étaient assez grands. Et avec cela, on peut avoir des complications si le bébé a la difficulté à être né, par exemple. Maintenant, on le voit de moins en moins et c'est d'une manière grâce à ces systèmes de glucose en continu. À cause que si on a notre glycémie qui est trop élevée, il y a trop de sucre auquel euh, le bébé peut le prendre, le placenta peut le prendre et les bébés peuvent devenir plus grands. Mais maintenant, on voit qu'avec ces outils, on voit de moins en moins ce risque de GAG ou grand pour l'âge gestationnel. L'autre chose qu'on a vu, c'est qu'avec la grossesse et avec ces outils, on voit de moins en moins d'hypoglycémie chez les bébés. Si vous pensez au bébé qui est dans l'environnement de la mère, si la mère a beaucoup d'hyperglycémie, s'il y a beaucoup de sucre autour du bébé, le bébé va commencer à produire de l'insuline et quand le bébé est né, le bébé va pas avoir les sucres de sa mère, mais le pancréas du bébé va encore produire toute cette insuline. Alors, il peut tomber en hypo et on peut voir les bébés qui tombent en hypo pendant les premières heures, premiers jours après la naissance. Et on voit cela de moins en moins avec ces outils aussi. On voit aussi le risque d'admission dans les unités de soins intensifs néonatales qui diminue aussi. Alors, avec tous ces résultats, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des lignes directives de pratique clinique de Diabète Canada où chez toutes les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1, ces outils sont recommandés. L'autre chose avec les technologies pendant la grossesse, si vous pensez à être enceinte et vous vivez avec le diabète de type 1, c'est cette idée de technologie automatisée d'insuline. Alors, j'ai mentionné le tandem, la pompe tandem, la pompe Medtronic. C'est quand la pompe parle avec le système de glucose en continu et fait des changements pour la maman qui est enceinte. Une étude, alors celui-là, je pense que c'est en 2023, alors en octobre, dans le New England Journal of Medicine, si vous connaissez. C'est une revue un journal assez connu aux États-Unis. Ce qu'ils ont trouvé avec ces résultats dans cette étude, c'est que les femmes qui ont accès à la technologie automatisée d'insuline avaient à peu près 70% de temps dans la cible et c'est une cible qui est vraiment petite. Alors, c'est, comme j'ai mentionné, de 3,5 à 7,8. Alors, moi, je me souviens la première fois que j'ai entendu que mes taux de glycémie ne pouvaient pas, dans une situation idéale, monter au-delà de 7,8. Je me suis dit, ouf, ça va être vraiment difficile. Mais avec ces technologies, ça devient de plus en plus faisable pour les femmes qui pensent à devenir enceintes. D'autres avantages, alors en bas ici dans le cadre orange, d'autres avantages avec ces technologies, c'est vraiment d'avoir moins d'hypoglycémie, encore une fois, avec ces technologies, d'avoir un taux d'hémoglobine glyquée qui est aussi plus bas durant la grossesse, d'avoir moins d'hypo pendant la nuit et aussi avoir un gain de poids un peu plus petit
Le gain de poids est important avec la grossesse à cause que si on gagne trop de poids, on a aussi de la difficulté avec la résistance d'insuline, ce qui est déjà quelque chose qu'on doit vivre avec quand on vit avec le diabète de type 1, comme vous avez vu avec des besoins d'insuline qui ont monté vraiment rapidement, si vous vous souvenez de ce graphique rouge que j'ai montré dans un des diapos. Alors, il faut vraiment se souvenir avec la grossesse, c'est d'anticiper les changements, de bien connaître votre corps, de comprendre comment les hormones changent, comment avec les semaines qui passent, vos besoins d'insuline vont changer. Et de ne pas avoir peur de parler à votre équipe de santé et aussi de faire des changements soi-même à la maison, même si vous n'avez pas des pompes à insuline automatisées. Idéalement, vous avez accès à un système de glucose en continu pour faire ces changements. On parle souvent avec la grossesse qu'il faut faire des changements après même 1 ou 2 jours, comparé à la vie quotidienne où peut-être on va faire des changements à chaque 3-4 semaines, même à chaque quelques mois. Alors avec la grossesse, c'est vraiment ajuster l'insuline assez rapidement, intervenir assez rapidement pour qu'on puisse avoir ces taux de glycémie qui restent dans la cible, comme j'ai mentionné. La dernière chose avec la grossesse, c'est aussi cette option de changer la coordination ou le temps qu'on prend avec l'insuline. On sait que si on se pique ou si on donne notre insuline avec la pompe, le bolus, juste avant de manger, normalement, l'insuline ne va pas commencer à fonctionner tout de suite. Alors, l'insuline, normalement, prend à peu près de 10 à 15 minutes à commencer à fonctionner. Quand on est enceinte, quand on a de la résistance envers l'insuline, et si on est au-delà de ces 20 semaines, 24 semaines de grossesse, on trouve même qu'on peut prendre l'insuline de 45 minutes, même de 60 minutes avant le repas, avant qu'on mange, pour être certaine que l'insuline va fonctionner, pour se donner, disons, un extra bonus de fonctionnement pour que quand on mange, quand la nourriture commence à partager l'énergie avec nous, les glucides avec nous, il y a l'insuline qui est là, qui est prête à marcher. La dernière chose avec la grossesse que je voulais partager aussi, c'est qu'on est vraiment maintenant avec ces outils capables d'apprendre comment la nourriture affecte, influence nos glycémies. On a le choix d'aliments, on peut essayer de partager, de répartir les glucides pendant la journée. Souvent, on trouve que la résistance pendant la grossesse est vraiment élevée au matin quand on se lève. Alors, est-ce qu'on veut répartir les glucides? Est-ce qu'on veut prendre plus tard durant la journée, par exemple, durant le dîner ou durant le souper? Et aussi avec le Dexcom, avec ces outils, on apprend en temps réel. Alors, on peut manger un repas et voir qu'est-ce qui se passe avec nos taux de glycémie. Bien sûr, ça change, comme j'ai mentionné, souvent, on a de la confiance, on a bien réussi, ça a fonctionné et la prochaine journée, ça change. Mais au moins, on a ces outils qui nous aident à vraiment rester dans la cible. La dernière chose, des fois, à quoi il faut penser et à quoi on oublie souvent, on a le focus tellement sur l'enfant et sur la naissance du bébé qu'on oublie qu'après la naissance, avec le bébé, il va y avoir de grands changements aussi hormonaux. Les hormones vont changer, la gestion de notre diabète de type 1 va changer, notre identité va changer, on devient maman. Et notre focus, même si c'est sur la priorité, c'est sur le bébé, on ne peut pas oublier qu'on vit encore avec le diabète de type 1 et il faut faire quelques planifications là-dessus. Alors, ici, je partage juste quelques-unes avec vous. Alors, la première chose, c'est de savoir que la pompe
On peut changer, ajuster les réglages de la pompe, par exemple. On peut aussi soit changer ou même arrêter les alertes. Alors, quand on est enceinte, vous pouvez penser à ces alertes à 7,8 si on est au maximum de notre cible et l'alerte sonne à chaque fois. Maintenant, avec le bébé, on peut augmenter l'alerte, on peut le changer à 10, on peut le changer à 12, on peut l'éteindre même. Si, disons, on est fatigué, on ne dort pas, c'est plus important maintenant à faire ce qu'on doit faire pour notre santé mentale durant le période postnatale. L'autre chose, c'est aussi de penser à la prévention de l'hypoglycémie. Alors, si vous pensez encore une fois à ce graphique avec les besoins d'insuline qui montent durant la grossesse, dès que dès que le bébé est né et dès que le placenta aussi est né, le placenta sort du corps de la femme, on voit avec cela tous les hormones qui changent et qui descendent rapidement, ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir la résistance d'insuline d'une minute à une autre presque. On peut changer notre insuline, on peut le couper en deux, même le couper en trois. Moi, je me rappelle, après mon premier bébé, j'ai mangé un énorme plat de pâtes, de fromage, et je pense que j'ai pris une unité. J'ai presque pas pris d'insuline à cause que j'avais tellement de sensitivité envers l'insuline dans ces premières heures après la naissance. L'autre chose à quoi il faut penser, c'est si on planifie l'allaitement avec notre bébé. L'allaitement, c'est en fait de l'activité physique. C'est vraiment une activité qui peut nous rendre en hypoglycémie aussi. Alors, il faut penser à cela, avoir un plan là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on va changer notre insuline? Est-ce qu'on va diminuer notre insuline basale? Est-ce qu'on va avoir de la nourriture, des collations tout proches? Pour être certaine qu'on ne va pas avoir des hypoglycémies lors de l'allaitement et spécialement avec les petits-enfants et les petits bébés souvent allaitent pour longtemps. Alors, si on est en hypo, on ne veut pas être prise assise quelque part sans jus ou sans traitement pour l'hypo. Parfait. Alors, maintenant, je vais voir. Parfait. Je vais commencer à partager un peu des détails de l'information sur la ménopause, aussi sur la périménopause. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Et à cause de cela, il y a beaucoup de cliniciens qui n'ont pas les réponses pour la communauté, pour les femmes qui vivent avec le diabète de type 1. Alors, j'espère ce soir à partager des informations que vous pouvez, si ça vous affecte, que vous pouvez partager avec vos équipes de santé pour trouver des solutions pour les défis qui existent pour vous. Alors, je vais commencer avec quelques définitions. Alors, premièrement, quand on parle de ménopause, on parle vraiment de l'aménorrhée pendant 12 mois. Alors, quand on n'a plus de règles pendant 12 mois. L'âge moyen, c'est à peu près 51 ans, mais ça varie. Ça peut commencer assez tôt. Si ça commence au début quarantaine, on considère que c'est une ménopause précoce. Et la période qui précède la ménopause, c'est la périménopause. C'est là vraiment, durant la périménopause, où on voit les symptômes classiques qu'on entend parler souvent dans la société. Alors, les bouffées de chaleur, l'insomnie, la prise de poids, la dépression, par exemple. La période de périménopause peut être environ 5 à 10 ans, qui est vraiment long. Et malheureusement, c'est là où on a les hormones qui changent très rapidement. Et c'est là avec les symptômes qu'on a aussi beaucoup de symptômes avec nos glycémies. Maintenant, vous avez peut-être un peu un aperçu l'idée que les hormones peuvent changer la glycémie et peuvent nous rendre frustrés, bien sûr, avec la gestion de notre diabète. Mais j'espère, je vais partager dans les prochaines diapos des informations là-dessus. J'ai aussi mentionné ici que
C'est la majorité des femmes qui vont avoir des symptômes. 75% des femmes vont avoir des symptômes. Alors, c'est vraiment important. euh, si vous êtes une femme qui maintenant a des symptômes de périménopause ou de ménopause, d'être confortable de parler à votre clinicien, à votre équipe de santé pour essayer de trouver des solutions pour vous aider, pour améliorer votre qualité de vie. Alors, avec les niveaux d'hormones, on voit vraiment que ça fluctue durant les phases de la ménopause. Alors, premièrement, avec la préménopause, ici, c'est avec les règles, c'est avec le cycle menstruel. Comme j'ai mentionné au début de la présentation, on voit des cycles qui sont quand même assez disons, égales d'une mois à une autre. Avec la périménopause, par contre, c'est complètement différent. On a les irrégularités du cycle, on a les hormones. Alors là, le vert et le bleu, c'est les différentes hormones qui changent. Et chaque fois que les hormones changent, on va avoir soit des symptômes physiques ou psychologiques, et aussi des symptômes avec nos glycémies. Alors, le taux de glycémie va soit élevé si on a, disons, plus de progestérone. On va avoir de la difficulté avec la résistance d'insuline ou aussi quand les hormones diminuent, on peut aussi voir les hypoglycémies. Durant la période de post-ménopause, alors une fois que nos règles s'arrêtent pendant ces 12 mois, c'est bien de savoir qu'il y a de l'espoir, d'avoir de l'espoir, qu'on va voir des hormones stables et avec cela, on va aussi voir nos taux de glycémie qui sont beaucoup plus stables. Alors, j'espère que en voyant cela, si vous êtes maintenant dans la période de périménopause avec le diabète de type 1, que ça va devenir plus facile à gérer une fois que vous êtes post-ménopause. Ici, sur ce diapo, je voulais partager une étude ou quelques études comparativement aux femmes qui ne vivent pas avec le diabète de type 1. Qu'est-ce qu'on voit avec les femmes qui vivent avec le diabète de type 1? Alors, en fait, les femmes qui sont atteintes de diabète de type 1 ont une période de reproduction qui est un peu plus courte que les femmes qui ne sont pas diabétiques. On voit que les règles sont un peu plus retardées de quelques années. Alors, ils peuvent commencer un peu plus tard durant l'adolescence. Et aussi, on voit des fois une ménopause naturelle qui est un peu plus précoce. Ça peut survenir un peu plus tôt, aussi par quelques années. C'est des résultats qui semblent limités plutôt aux femmes qui ont été diagnostiquées avec un diabète de type 1 avant le début de leurs règles. Alors, les femmes qui ont reçu le diagnostic du diabète de type 1 pendant l'enfance, par exemple. L'autre chose à mentionner, c'est qu'il y a un risque accru de fracture pour les femmes qui vivent avec le diabète de type 1 et aussi une perte plus rapide de la masse musculaire et de la force et aussi un risque encore plus élevé de maladies cardiovasculaires. Alors, tout cela pour dire que c'est vraiment important. C'est important même si on ne vit pas avec le diabète de type 1, mais étant une femme qui vit avec le diabète de type 1, c'est vraiment important d'avoir une vie et des habitudes saines et actives à cause qu'on a ce risque élevé de fragilité et ce risque élevé de maladies cardiovasculaires. C'est pas un risque élevé, c'est pas un risque qui est énormément élevé, mais c'est quand même assez élevé pour avoir des résultats dans les études que je partage ici avec vous dans les références. Alors, je voulais aussi partager un exemple d'une madame qui a des défis avec la ménopause, avec les symptômes, pour vous donner une idée. Si c'est vous, si ça vous ressemble, qu'est-ce que vous pourrez faire? Alors, disons, ici, on a Julie, elle a 46 ans et elle vit avec le diabète de type 1 depuis l'enfance. Elle a plusieurs symptômes assez classiques de la ménopause.
Elle a des règles irrégulières encore. Alors, elle se trouve dans la périménopause, si vous vous souvenez des définitions. Elle a les bouffées de chaleur, elle a pris du poids, elle dort pas bien, elle dit que son sommeil est épouvantable. Elle craint vraiment les hypos durant la nuit. Alors, elle a peur d'avoir les hypoglycémies durant la nuit. À cause de ça, elle ne dort pas bien et elle est vraiment fatiguée. Elle n'a pas beaucoup d'énergie. Euh, elle, pour sa gestion de son diabète, elle change soi-même son insuline. Alors, elle adapte son Tresiba, c'est son insuline, en fonction de ses phases du cycle menstruel. Mais à cause qu'elle a des règles vraiment irrégulières, vous pouvez penser à ses hormones. Les hormones vont changer aussi assez rapidement. Et ce qu'elle fait, les adaptations qu'elle fait avec son insuline ne fonctionnent plus. À cause qu'elle a peur des hypoglycémies, elle se dit, bon, ça devrait être mieux si je reste en hyperglycémie. Mais à cause de cela, elle ne se sent pas bien et sa qualité de vie, bien sûr, est diminuée. Quand elle pense pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai oh, j'ai remarqué ici que le nom est incorrect dans mon exemple. Durant la nuit, elle se lève, elle a chaud, elle transpire, son cœur bat très très fort. Elle se demande, oh bon, est-ce que je suis en hypoglycémie? Mon glucomètre, je l'ai laissé dans la cuisine. Je suis trop fatiguée pour aller le chercher. Oh, mais j'ai un jus ici, est-ce que je devrais le boire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Dans, dans cet instant, ce qu'on voit, c'est que Julie, pour elle, les symptômes de la périménopause, de la ménopause, c'est peut-être aussi des symptômes d'hypoglycémie, mais elle n'est pas certaine. Et à cause qu'elle n'a pas son glucomètre avec elle, si elle prend le jus et si elle n'est pas en hypoglycémie, elle pourrait entraîner une hyperglycémie et se lever le matin avec un taux de glycémie élevé. Alors, si elle avait un système de glucose en continu avec elle, ça pourrait lui aider à cause qu'elle pourrait voir, OK, est-ce que ces symptômes, c'est des symptômes d'hypoglycémie avec mon diabète de type 1 ou est-ce que c'est des symptômes à cause des hormones avec la périménopause? L'autre chose que je voulais partager avec vous sur le thème de ménopause, c'est l'idée de traitement hormonal substitutif. C'est sûrement quelque chose à quoi vous pensez. Est-ce que ça pourrait aider à réduire la variabilité glycémique du diabète de type 1? Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, et je pense que je l'ai mentionné au début de la présentation, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus en tant que preuve quant à l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif chez les femmes qui vivent avec le diabète de type 1. Par contre, on sait que pour les femmes où la qualité de vie est vraiment affectée, où les symptômes sont vraiment frustrants, le traitement peut avoir des impacts positifs, non seulement sur la gestion de la glycémie, ça aide à stabiliser les hormones, alors ça aide à stabiliser la glycémie, mais ça aide aussi à diminuer le risque cardiovasculaire. Mais comme j'ai dit, il n'y a malheureusement pas assez de recherche là-dessus. Alors, il faut trouver un clinicien, il faut trouver une équipe de santé qui se sentent confiants pour parler sur le thème de ce traitement et une équipe qui peut vraiment vous aider à trouver une solution qui marche pour vous. Il n'existe pas encore des lignes directives qui sont fondées sur ces données, mais comme j'ai dit, on sait que c'est quelque chose qui pourrait aider les femmes qui ont vraiment beaucoup de difficultés avec les symptômes, non seulement de périménopause et de ménopause, mais aussi les symptômes associés avec leur glycémie. Alors, pour finir avec Julie, alors qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait parler à son médecin de famille au sujet d'un traitement hormonal substitutif qui pourrait peut-être réduire ses symptômes. Elle devrait aussi peut-être avoir des alertes, utiliser un système de glucose en continu pour lui dire quand elle est en hypoglycémie, quand elle est en hyperglycémie. Elle pourrait aussi peut-être commencer la thérapie par pompe à insuline pour faire des changements un peu plus facilement. Elle pourrait aussi
utiliser son système de glucose en continu pour mieux apprendre qu'est-ce qui se passe avec ses règles, notamment maintenant si ces règles sont assez irréguliers. Et la dernière étude que je voulais partager, c'est cette étude qui a été complétée, je crois, en Allemagne, en Europe. Alors, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ici, ce qu'ils ont trouvé, c'est que durant la ménopause, les femmes avec le diabète de type 1, en fait, ont besoin de moins d'insuline, ce qui veut dire qu'ils peuvent être en hypoglycémie plus souvent s'ils ne diminuent pas leur insuline. Alors, ils ont besoin de moins d'insuline totale, de moins d'insuline basale, mais par contre, le même total de bolus d'insuline, ce qui veut dire que durant les repas, il faut quand même prendre le même bolus, le même montant d'insuline, mais en pensant à l'insuline totale, ils n'ont pas besoin d'autant d'insuline totale. Alors, il faut faire des ajustements et il faut tenir compte de ce risque, comme j'ai mentionné, d'hypoglycémie après la ménopause. Alors, durant la périménopause, on a beaucoup de changements. Durant la ménopause, ce qu'on voit vraiment, c'est on a plus d'hypoglycémie. Alors, j'espère que ça a été les informations que j'ai partagées avec vous ce soir vous ont donné un bon aperçu des changements qui peuvent avoir lieu. Il y a bien sûr plein de fluctuations, comme vous avez vu, avec beaucoup de réponses glycémiques variées. Ça peut être très difficile à savoir quoi faire sans outils, alors sans système de glucose en continu, sans pompe à insuline. C'est bien sûr faisable, vous pouvez le faire avec un glucomètre, mais il faut prendre sa glycémie assez souvent pour comprendre les cycles menstruels, pour comprendre comment les hormones affectent les taux de glycémie. L'autre chose, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de lignes directives là-dessus pour la grossesse, mais aussi maintenant pour la ménopause. C'est quelque chose qui pourrait vous aider avec l'utilisation des technologies. Et dernièrement, il faut vraiment avoir l'attention personnalisée, l'attention qui est unique à vous. Alors, je dis toujours aux personnes qui sont atteintes de diabète de type 1 de trouver une équipe de santé qui va vous aider, une équipe de santé qui vont vouloir faire la recherche là-dessus pour trouver les solutions pour vous aider avec vos taux de glycémie, mais aussi avec votre qualité de vie. Alors, avec cela, je pense qu'on a encore une quinzaine de minutes pour des questions. J'ai laissé ici aussi mon courriel. Si vous voulez m'envoyer des courriels ou des questions après ce soir, je pourrai toujours les répondre. Alors, laisse-moi finir mon écran. Donnez-moi 2 secondes. Merci beaucoup. Il y a un commentaire dans le chat, alors Voilà. mais je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez commenter sur le commentaire dans le chat. Oui, laisse-moi le lire. Alors, je vais le. Est-ce que je pourrais le lire? Oui, OK. Juste à cause que s'il y a des gens, ils vont pas être capables de le lire après avec l'enregistrement. Oui, c'est Alors, vrai. il y a un commentaire d'une madame qui dit, en ce qui me concerne, le traitement hormonal substitutif a vraiment stabilisé mes glycémies. Oui, avec l'utilisation d'une pompe avec CGC. Et c'est vrai que mon besoin insulinique a beaucoup diminué depuis que je suis ménopausée. Ça a changé ma qualité de vie totalement. Parfait. Merci, merci pour partager avec nous, vos expériences. À cause que je sais, j'ai parlé à beaucoup de femmes qui ont ces difficultés, qui ont ces défis, et c'est vraiment, on ne dort pas. On a les taux de glycémie qui montent, qui descendent. On se demande si on est devenu c'est quoi la phrase? Full, if we go crazy, right? On se demande qu'est-ce qui arrive. Et d'une façon, les hormones sont vraiment fascinants. Ce qu'ils peuvent faire, le fait qu'on peut avoir des bébés, le fait qu'on peut vivre avec le diabète de type 1, avoir des bébés, tout cela, c'est vraiment c'est un miracle. Mais quand les hormones changent,
ça affecte notre taux de glycémie, ça affecte la qualité de vie. Et ouais, je suis vraiment contente d'entendre que ça vous a aidé. Le traitement hormonal substitutif, maintenant, pour les femmes, c'est vraiment un traitement, une option, une bonne option. Il y avait, je pense, une dizaine d'années ou quinzaine d'années où il y avait une étude, malheureusement, qui avait un peu de résultats négatifs, mais ce n'était pas vraiment des résultats réalistes. Maintenant, on sait beaucoup plus là-dessus. Il y a beaucoup plus de recherches là-dessus. C'est juste en tant que recherche avec les femmes qui vivent avec le diabète de type 1, c'est là où on manque encore de data. Mais on sait, avec des histoires comme la vôtre, on sait que ça aide et on sait que ça change votre qualité de vie. Alors, ça me rend heureuse de vous entendre dire cela. Avez-vous une autre question ou non? Je vois la main qui est élevée. Oui, j'ai une autre question, si vous me permettez, parce qu'il y a Oui, bien beaucoup de sûr. femmes qui ont peur de prendre les hormones pour des raisons. On parle au niveau développer des cancers, des risques de développer des cancers. Moi, personnellement, je me suis dit, la qualité de vie que j'ai est plus importante. Tu sais, si je dis pas que je pense que les risques, c'est important de dire que les risques de développer des cancers sont quand même minimes par Mhm, rapport aux hormones bioidentiques, on parle. mhm. Donc, moi, dans mon raisonnement, je me suis dit, je préfère avoir une meilleure qualité de vie plutôt que d'avoir peur d'attraper le cancer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, des femmes diabétiques aussi que je connais, qui ont Oui, peur, qui ont peur. Ils pensent que ça peut complètement débalancer leur diabète. Moi, j'aimerais que vous rassuriez un peu ces femmes-là parce que moi, personnellement, ça a eu un effet terriblement positif. oui, non, c'est clair. Et c'est à cause, comme j'ai mentionné, j'oublie maintenant le nom de l'étude, mais il y avait une grosse étude aux États-Unis où il y avait un risque un peu élevé, mais ça dépendait du traitement. Alors, si on a le bio-identique, il y a le traitement qui est plus sur l'estrogène, qui a vraiment le risque, je ne sais même pas s'il y a un risque, c'est tellement bas. Il y a bien sûr un risque élevé avec quelques femmes, mais c'est vraiment spécifique, c'est vraiment petit. Alors, si une femme est intéressée à savoir plus, ils parlent à leur médecin, ils vont savoir, OK, pour moi, pour mon qualité de vie, le risque est tellement petit que ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Et on peut toujours l'essayer et se rendre compte, OK, peut-être c'est pas pour moi, mais ouais, comme vous dites, maintenant, c'est vraiment une option, une bonne option pour la majorité des femmes, avec les données qu'on a, avec la recherche qui a été faite dans les dernières années. Ouais, ouais, ça nous aide. En plus, ça diminue le risque d'autres choses. Ça nous aide avec la santé de nos os, la fragilité. Ça aide Oui, avec le système cardiovasculaire. Alors, tout oui, cela doit se mettre dans le puzzle aussi en tant que faire des décisions euh, pour soi-même. Ouais. absolument. Ouais. Merci. Oui, bienvenue. Merci pour la question. Bon, ben, vu qu'on est que trois personnes, je pense que on va terminer. Alors, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci, Dr. McDonald, pour votre présentation. N'oubliez pas de consulter la frdj.ca pour les dernières mises à jour sur les événements à venir de la série Parlons d'été 1. Un rappel qu'un courriel sera envoyé demain avec certaines des informations référencées ce soir. Si vous avez des questions pour le suivi. Alors, cette présentation sera également publiée sur notre page YouTube. Nous espérons que vous avez trouvé cette conférence instructive et engageante. Et veuillez partager vos commentaires afin que nous puissions continuer à vous fournir un contenu utile de soutien. Alors, merci encore et à la prochaine et bonne fin de semaine. Oui, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. Au revoir.